Nous sommes à la rentrée 1989. À l'Est, le pacte de Varsovie est toujours présent, toujours menaçant, même si le mur de Berlin tombera dans quelques semaines. À contre-courant de la majorité, pour certains jeunes idéalistes, le service national, le service militaire, ça représente encore quelque chose. Faire son service militaire, c'est à la fois un privilège et un honneur. Un privilège car en Angleterre, par exemple, il n'y a pas de service militaire, mais uniquement une armée de métier. Un honneur car le service militaire, c'est être accepté par l'armée pour faire partie de cette communauté virile. Mais quand on a 17, 18 ans, qu'on est étudiant, le service militaire, c'est encore lointain. Et pourtant, on a envie d'en être. On a envie de faire du militaire, notamment pour être prêt à se battre, s'il le fallait, prêt à affronter les communistes de l'armée soviétique pour défendre la France et l'Europe occidentale. Eh maman, je pourrais m'inscrire en préparation militaire pendant les vacances scolaires février-avril. Bah ouais, ça va être bien, ça va permettre un peu de faire du militaire, ça sera plus varié qu'en PM Para, il y aura d'autres choses, il y aura du tir, du combat. Bah ouais, ouais, ça va me plaire, ça va bien m'occuper, et puis ça va te changer de la fac un peu. J'ai 17 ans, maman est d'accord, c'est parti, je vais m'inscrire en préparation militaire terre. CPM Versailles. Pour faire la préparation militaire, il fallait déjà faire les 3 jours auprès du centre de sélection. Mais étant donné que j'avais déjà fait la préparation militaire parachutiste, j'étais déjà jugé apte. Avant d'évoquer notre propre préparation militaire, nous vous présentons ce superbe reportage photo sur une session de préparation militaire terre s'étant tenue en 1987 dans le cadre du 5e ERI à Bennes, au camp de Frileuse. Nous remercions Patrick du groupe Facebook Modèle F1 Armée Française pour nous avoir fourni ces excellentes photographies. Les trilles fournis sont un mélange de trilles S300 tardif et de trilles F1. Le matériel est ancien, que ce soit les tentes, les sacs Bergame ou encore les fusils. En revanche, les cadres, qu'ils soient d'active ou de réserve, possèdent un matériel plus récent tel que des sacs F1. L'instruction dispensée durant une préparation militaire terre était plus ou moins l'équivalent d'une formation élémentaire toute arme. Comprenons donc de l'ordre serré, des cours théoriques, du tir et des sorties terrain. Les passionnés de militaires ou fanamili ne constituaient en réalité qu'une minorité des stagiaires de préparation militaire, la majorité étant des étudiants qui venaient pour obtenir 2 ans supplémentaires de report d'incorporation. Sur la foi de documents d'époque authentiques et incontestables, nous allons ici rappeler les conditions d'incorporation des jeunes Français au service national à l'époque, et ainsi tordre le cou à certaines idées reçues, fausses, visant à accréditer l'idée que les étudiants étaient lésés par le service national, que le service national interférait avec les cycles des études. En réalité, l'armée faisait tout pour que le service national n'interfère pas avec les études, et les personnes qui étaient lésées en réalité par le service national, ce n'étaient pas les étudiants, c'étaient les jeunes travailleurs qui devaient quitter leur emploi sans garantie de le retrouver par la suite, afin d'effectuer leur service national. Après s'être fait recenser auprès de sa mairie, le jeune était appelé à partir au service national entre 19 et 20 ans. C'était l'appel normal. Mais sur simple demande, tout jeune pouvait obtenir un report d'incorporation de 2 ans, soit être appelé à partir au service national à l'âge de 22 ans. Ce report était toujours accordé.
Dans le cas d'un étudiant, ce report initial accordé à tous permettait d'obtenir, par exemple, une maîtrise universitaire, un bac plus 4. Donc le service national n'interférait pas avec les études. De plus, on pouvait obtenir un report supplémentaire, un report d'1 an sur simple demande, permettant d'obtenir donc un bac plus 5, à condition de ne pas avoir redoublé, c'est-à-dire un doctorat universitaire. Également, on voit que dans le cas des étudiants, ils étaient incorporés en dehors de l'année scolaire. De plus, et c'est le cas qui nous intéresse dans cette vidéo, un report de 2 ans pouvait être obtenu après la réussite au brevet de préparation militaire. Un report de 2 ans, soit à être appelé à 24 ans, ce qui permettait d'obtenir un bac plus 6. Et mieux encore, il existait un report spécial qui permettait de retarder l'incorporation jusqu'à 25 ou 27 ans. Par exemple, dans le cas de longues études. Ceci en rappelant que le service national était obligatoire pour les jeunes jusqu'à ceux nés en 1978 inclus. Sachant cela, une personne née par exemple en 1977 et ou en 1976 n'ayant pas fait son service national, s'il vous dit que c'était, ou si on laisse dire que c'était parce qu'il avait fait de longues études, c'est faux. S'il n'a pas fait son service national, c'est qu'il a tout fait pour s'en faire exempter. Et à mon sens, c'est là la preuve qu'on est un mauvais citoyen et une personne finalement peut-être pas suffisamment intelligente pour saisir la chance que représentait le service national. Et rappelons qu'il restait des appelés du contingent dans les forces armées au début des années 2000, des sursitaires bénéficiant de reports d'incorporation, comme visible ici en 2001 au premier régiment du hussards parachutistes. Des garçons ayant à minima 23 ans s'ils étaient nés en 1978, dernière classe astreinte au service national. La préparation militaire terre, pour moi, ce ne fut pas du gâteau. D'abord la météo en février et avril 1990, énormément de vent violent, de la pluie, de l'humidité sans cesse. Jamais le temps de souffler, les exercices s'enchaînaient et rendaient les journées interminables. Exercices d'ordre serré, parcours du combattant, instruction en salle où nous nous écroulions de sommeil, tir au FAMAS. Le soir, revue d'armoire, interminable, il fallait sans cesse recommencer, marche de nuit et combat, au retour, nettoyage du FAMAS, jusqu'à l'épuisement. Un soir, cours en amphithéâtre, sur la défense nationale, nous étions enfin au chaud et bien assis, mais à l'issue, ordre serré, avec chant, sous la pluie, à n'en plus finir. Ceci pour la première grosse semaine d'instruction en février. Au mois d'avril, quelques jours d'instruction au camp du Boiron à Fontainebleau. Pour l'instruction au combat, pluie, froid, humidité. Nous avions planté nos tentes et fins dans des trous de combat gorgés d'eau. L'encadrement était constitué de cadres de réserve, dynamiques et enthousiastes. À l'issue de la préparation militaire, il y avait un examen écrit portant sur les connaissances théoriques acquises en cours et aussi un examen pratique sur des exercices tels que tir au FAMAS, parcours d'obstacles ou bien exercices de combat. Il fallait obtenir au moins une note de 10 sur 20 pour réussir son brevet de préparation militaire terre. En plus du diplôme, un insigne métallique de brevet de préparation militaire était décerné. L'insigne de brevet couleur or correspond à la mention très bien au brevet de préparation militaire. Voici représenté sur cette nature morte une partie de l'équipement et de l'habillement que nous avions perçu lors de notre préparation militaire terre effectuée en février 1990, février-avril 1990 au sein du 2e RCS à Satory. D'abord le sac F1 pour les marches, essentiellement
les marches de nuit. Dessus est posé le béret fin muni de l'insigne des préparations militaires. Le béret constituant notre couvre-chef au quotidien. Nous voyons le casque F1 de premier modèle, à bouton pression, muni de sa salade, retenue par un joint en caoutchouc. Nous n'avions pas de brelage, mais un ceinturon F1 auquel était suspendu sur le terrain un bidon modèle 52. Nous voyons aussi les gamelles et les couverts. Les treillis étaient en fait un mélange de treillis de type F1 et de treillis satin 300 que nous pouvions porter panachés. C'était au petit bonheur la chance pour le F1 ou le satin 300 et aussi au petit bonheur la chance pour avoir un treillis à la bonne taille. Nous étions passés au FAMAS en 1990, ici la réplique d'Airsoft. Et comme il faisait froid en février-avril 90, nous portions toujours le pull à col en V sur la chemise F1 et sous le treillis. Et nous avions également perçu un parka S300. Nous avions aussi quelques autres équipements tels que les sous-vêtements qu'on appelle souvent peau de singe. Comme cité, les treillis de combat perçus étaient soit des treillis fins trop légers pour la saison, ainsi que trop fragiles, ou soit des treillis de type satin 300, modèle 64, mais dans leur version tardive. Voici ici une veste et un pantalon satin 300 que nous appellerons tardif. Il s'agit de production de 1983. Nous avons noté qu'il existe plusieurs différences marquantes entre une veste de treillis de 1983 et une veste de treillis de 1982. Notons également que la veste de treillis, les treillis satin 300, ont été fabriqués jusqu'en 1984, au moins 1984, année d'apparition du treillis F2. Étudions maintenant certaines différences manifestes entre la veste de treillis satin 300 tardive à gauche et un modèle plus classique daté 1978 à droite. Première constatation, la veste de 1978 à droite est plus longue que le modèle tardif de 1983. Nous constatons donc un raccourcissement de la veste. Effectivement, la veste satin 300 était souvent retaillée avec des élastiques en bas de veste car jugée trop longue. Autre constat, le marquage à l'encre noire armée française, figurant sur le haut de la manche gauche et apparu en 1970, figurant bien sur l'exemplaire de 1978, ne figure plus sur notre exemplaire de 1983. Ceci étant d'ailleurs attesté par les photos d'époque de PMTER jointes à cette vidéo. Notons que sur une veste satin 300 de 1982 possédée par nos camarades du groupe modèle F1 armée française, la mention armée française figure toujours. Troisième différence manifeste sur la veste S300 tardive, on ne trouve plus sous le col, à l'arrière de la veste en haut du dos, les trois boutons qui figuraient sur la version antérieure de la veste S300 et qui étaient destinés à attacher la capuche amovible de la veste S300. Et dans les faits, bien sûr, cette capuche amovible de veste S300 servait de couvre-casque avant la généralisation de la salade, visible ici à droite. Un regard sur les marquages de la veste, Soveco Villeneuve 1983 et taille 92C. Étudions maintenant les différences de fabrication au niveau des pantalons. Un pantalon modèle 64 satin 300 à gauche de 1974 et l'un de 1983 à droite. Hormis le fait que le pantalon de gauche est neuf de stock et celui de droite est usagé, ce qui est l'explication de la différence de couleur. Le tissu satin 300 lorsqu'il est neuf car il a été traité est lisse, brillant et un côté déperlant, imperméable,
alors qu'une fois que le satin 300 a été usé, lavé, il est mat, il a plutôt tendance à aspirer l'eau plutôt qu'à être imperméable. Au niveau des poches, que la doublure des poches sur les pantalons anciens est de couleur écrue, tandis que sur les dernières fabrications, il est de couleur vert armé. Nous notons également que la mention armée française imprimée à l'encre noire sur le pantalon de 1974 a disparu du pantalon tardif de 1983. Jetons un regard sur les marquages de ces deux exemplaires. Fabrication de 1970, pardon, j'avais dit 74 à gauche, et 1983 à droite. Les dernières différences manifestes que j'ai pu trouver entre ces deux pantalons se trouvent au niveau des braguettes, avec une différence de découpe de la pièce et l'ouverture pour le bouton passée de façon différente. Donc au niveau de la taille pour le pantalon tardif et plus bas pour le pantalon de fabrication antérieure. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer j'aime, à la commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous aussi, vous aimez l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Modèle F1 Armée française. Nous serons heureux de faire votre connaissance.